Eh bien, bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette 8e matinale de la data. Donc voilà, c'est une session particulière. Ça fait 1 an qu'on a commencé. On a commencé en octobre dernier. Voilà, les matinales de la data, le but, c'est de vous donner des retours d'expérience vécus, des recettes un peu concrètes et de l'inspiration avec vos pairs dans tous ces métiers du data marketing, de la transformation data. Donc on espère que le format vous plaît. N'hésitez pas à nous faire des suggestions. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème du jour, on a choisi le thème de la démocratisation et de la gamification de la data. Voilà, la démocratisation de la data, c'est un thème qui est très cher à Artefact. Artefact, on a cette vision de dire que la data doit pas être que un sujet d'experts et que énormément de gens dans une entreprise peuvent et doivent s'en emparer. Et juste en intro, ah oui, je voulais remercier en amont nos invités, donc Sébastien, Yannick, Rémi et Xavier. J'aurai l'occasion de les présenter un peu plus en détail un peu plus tard, mais merci par avance d'être là. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre d'événement. Donc démocratisation et gamification de la data. Ouais, je vais juste en intro partager 3 raisons pour lesquelles on pense que c'est des sujets, enfin 3 raisons qui nous ont fait choisir ce thème pour aujourd'hui. La première raison, c'est que donc démocratisation de la data, c'est un sujet qui est hyper important pour les entreprises en ce moment. Nous, ce qu'on observe, c'est une très très forte accélération de tous ces programmes au sens large de data gouvernance, data plateforme et démocratisation, acculturation des employés à la data. Ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis 2-3 ans, c'est des programmes qui sont vraiment portés à un niveau de direction générale. En général, c'est des initiatives qui sont sponsorisées par un membre du COMEX, voire par directement le CEO, ce qui témoigne bien du fait que les gens ont compris à quel point c'était important pour les entreprises. Alors pourquoi c'est si important ? En fait, il y a plusieurs bénéfices. Nous, en fait, on a observé beaucoup d'entreprises qui ont lancé tous ces programmes de démocratisation et qui, au bout de 2-3 ans, commencent à en voir les bénéfices. Un des bénéfices, déjà, c'est que ça rend vos employés heureux de démocratiser la donnée. Ou réciproquement, ne pas le faire, ça les rend malheureux. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise où personne n'a accès à la data, où ça met 1 mois d'avoir accès à vos données en passant par l'IT, etc., c'est très très décourageant pour des employés. Réciproquement, si les choses sont très fluides, en quelques clics, on a accès à la donnée, on peut faire ses analyses, prendre ses décisions, etc., ça rend les employés très heureux. Ça, c'est une des premières raisons. Une deuxième raison, c'est que ça rend votre entreprise plus efficace. En fait, derrière tous ces sujets-là, il y a l'idée de modéliser une bonne fois pour toutes les données et de les rendre accès, de leur donner l'accès en self-service aux employés. Ça fait gagner beaucoup de temps par rapport à des situations où vous avez un IT qui répond à chaque coup, à chaque demande, etc. Donc la deuxième raison, c'est que ça rend vos collaborateurs beaucoup plus efficaces. Et la dernière raison, ça accélère des changements de culture très vertueux pour l'entreprise. En gros, si vous avez une entreprise où la data est partagée, accessible, ça va favoriser l'innovation. Chacun, à son échelle dans l'entreprise, peut trouver des insights dans la donnée, réaliser son propre dashboard, etc. Ça favorise évidemment la collaboration. On a des entreprises qui sont plus ou moins, il y a des cultures différentes, mais nous, on a toujours vu une progression très vertueuse de la culture. Ça contribue à réduire les silos. Dans une entreprise où la data n'est pas du tout partagée, la data peut être un instrument de pouvoir, les gens la cachent, etc. Donc voilà, on croit vraiment que réussir cette transformation, c'est vraiment un vecteur de changement profond dans l'entreprise. Voilà, donc ça c'est la première raison pour laquelle on pense que ce sujet de démocratisation est très important en ce moment. La deuxième raison, c'est que c'est un sujet d'actualité. Je pense que vous avez tous beaucoup entendu parler de GenAI et que vous avez peut-être en marre depuis ces 12 derniers mois, mais voilà, toutes les entreprises qu'on accompagne, voilà, vous avez des dizaines, des centaines de cas d'usage de GenAI qui commencent à émerger. Beaucoup sont à l'état d'idée, à l'état de POC. Le vrai sujet, c'est que GenAI, en gros, ça vous permet de restituer une information de manière beaucoup plus simple, de manière beaucoup plus fluide pour un utilisateur. Mais c'est toujours le même problème. Si la data, donc en particulier votre data first party sous-jacente est de mauvaise qualité, ben avec n'importe quel algo de GenAI, ce qui en ressortira sera pas très bon. Donc voilà, on est dans une situation où vous avez une multiplication par 3 ou par 5 du champ du use case IA qui va arriver. Donc c'est d'autant plus important d'avoir des fondations solides et de bien structurer vos données. Et puis la troisième raison pour laquelle on pense que c'est très important, ce sujet de démocratisation de Gouv, c'est un sujet d'avenir, notamment sur le thème de la sustainabilité. Donc la sustainability, en fait, le point de départ de toutes les entreprises, c'est d'être capable déjà de mesurer le point de départ, justement. Le point de départ sur quelle est l'empreinte CO2 d'une entreprise, sur tous ces scopes, donc le scope 1, 2, 3. Et ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont en dehors du périmètre direct de l'entreprise, le fameux scope 3. Donc, qu'est-ce qui se passe en amont, qu'est-ce qui se passe en aval ? On travaille par exemple avec un acteur telco en ce moment sur cette mesure-là du scope 3.
Et il faut être capable de comprendre, d'un point de vue data, quelle est l'empreinte CO2 de toutes les activités amont, quand on fabrique des téléphones, quand on fabrique de l'infrastructure, quand on consomme de l'énergie, etc. Et donc, ce sujet de démocratisation, plus largement de structuration et de partage de la donnée, va être super vertueux pour permettre à toutes les entreprises de poser leur point de départ. On va être capable de reconstituer une vision data complète sur une chaîne de valeur. Et favoriser du coup cette mesure qui est la base pour agir. Voilà, c'était trois éléments qui nous ont fait vouloir parler de ce sujet de démocratisation de la data. Et ensuite, pourquoi on voulait parler de gamification? Alors, en fait, la démocratisation de la data, c'est une vision qui est très belle et qui est très faisable aujourd'hui. Ça n'a jamais été plus simple aujourd'hui de manipuler de la donnée. On a énormément d'outils, d'outils de vis, d'outils de self-BI, de low-code, no-code, qui permettent de manière très très simple de manipuler de la donnée. Chez Artefact, on forme beaucoup de gens, on a la School of Data, on forme énormément de la data. Il suffit de 24 heures, de 48 heures pour faire ses premières analyses, faire ses premiers dashboards, etc. Et en fait, malgré cela, ce qu'on observe quand on veut démocratiser la donnée dans une entreprise, c'est que on a souvent un petit blocage, un blocage un peu psychologique des collaborateurs qui se disent soit c'est pas pour moi, c'est un truc de geek, c'est un truc de l'IT, j'ai pas les compétences qu'il faut, etc. Et donc il a fallu réfléchir à des mécanismes qui permettent aux gens juste de se mettre le pied à l'étrier, de commencer à faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a, ce thème de la gamification qu'on a commencé à tester est un mécanisme psychologique très très puissant pour juste permettre aux collaborateurs de l'entreprise de commencer à faire quelque chose. Et c'est la principale bataille. Une fois que les gens ont mis le pied à l'étrier, ça marche tout seul. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant de vous présenter des exemples pour inspiration de choses très concrètes sur ce thème de la gamification. Et alors du coup, on va voir Sébastien, je vais donner la main dans une minute à Sébastien Rosanès de Carrefour, qui, je pense, est l'entreprise en France qui a poussé, je pense, le plus loin cette vision de la démocratisation et de la gamification autour de la donnée. Donc merci par avance Sébastien pour ton intervention. Et on enchaînera avec une table ronde. Donc avec Yannick de Kering, Rémi des Mousquetaires et Xavier de Veolia, qui sont Chief Data Officer, Transformation Officer, etc. Je vais me tromper dans les titres, mais voilà, qui nous partageront eux aussi le retour d'expérience concret de leur programme de démocratisation. Donc je laisse la main à Sébastien. Merci d'avance Sébastien sur Carrefour Data Supermarket. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Très très heureux d'être avec vous pour vous parler de démocratisation de la donnée. D'ailleurs, Fabrice a déjà donné un peu les raisons pour lesquelles nous on s'est engagé dans cette voie-là. On a essayé de trouver la façon un peu de gamifier, parce que bon, on va se dire entre nous, le sujet le plus cool de la data, c'est pas la data gouvernance. Donc la question qui se pose, c'est comment on s'assure qu'on rend ça intéressant, qu'on déploie ça massivement dans l'organisation et surtout qu'on sensibilise les métiers pour qu'ils aient envie de s'engager là-dedans. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on peut faire dans la gamification, c'est notre histoire, un exemple de ce que nous faisons en ce moment chez Carrefour pour déployer la data gouvernance à grande échelle. On a appelé ça le supermarché de la donnée. Vous comprenez bien pourquoi on a appelé ça le supermarché. Et derrière, l'idée, c'est vraiment de se dire comment on s'assure qu'on passe en mode supermarché. Et quand on parle de supermarché, tous les éléments d'un supermarché montent au cerveau, type c'est facile, on rentre, on n'a pas besoin d'avoir bac+6 pour réussir à naviguer et un diplôme de data engineer pour réussir à naviguer dans un supermarché qui est fait pour des utilisateurs métiers. Tout d'abord, un peu la genèse pour que vous compreniez l'enjeu. Alors, évidemment, Carrefour, c'est un privilège, c'est une entreprise avec un volume de données incroyable, parce qu'il y a 80 millions de clients dans le monde, 50 millions, parmi ces 80 millions, 50 millions sont encartés, donc ont une carte de fidélité. Évidemment, il y a beaucoup d'informations qui remontent à travers ces cartes de fidélité. On a plus de 10 milliards de transactions historisées sur 3 ans, de toutes nos transactions qui ont lieu dans tous nos magasins, à travers les 8 pays cœurs de Carrefour et la trentaine de pays franchisés dans le monde, qui viennent collecter de la donnée au niveau des caisses chaque jour. Et derrière tout ça, évidemment, c'est aussi tous les enjeux de la mise à disposition de la donnée dans nos métiers cœurs, la marchandise, donc c'est en gros ceux qui font les achats, le pricing, la gestion des assortiments, mais également la supply chain qui est finalement le cœur de ce qu'on fait, c'est d'apporter un produit sur une étagère. Et là, évidemment, il y a plein d'opportunités pour améliorer avec l'IA, notamment, ou des analyses pointues d'optimisation, notamment l'optimisation de remplissage des camions, etc., pour tout ce qui est un peu optimisation discrète. Mais en fait, tout ça, ça s'appuie sur une donnée. Et le gros enjeu pour Carrefour, c'est la qualité de cette donnée et sa mise à disposition pour qu'elle soit simple à accéder pour tout le monde, pour que, comme tu disais tout à l'heure, Fabrice, que tout le monde devienne un peu son propre data analyst. Et
d'ailleurs, ce que je dis souvent à mes équipes, c'est en fait, nous, dans notre équipe data, on a 2 rôles. Le premier rôle, c'est de se rendre utile. C'est-à-dire de livrer des algos, livrer des analyses, etc., des datas qui sont mises à disposition de notre data platform. Mais c'est surtout de se rendre inutile. En se rendant inutile, c'est en formant nos collaborateurs, en leur permettant d'adopter des outils qui sont faciles à utiliser pour trouver la donnée, analyser cette donnée et passer dans un mode self-service data, self-service BI. Donc là, aujourd'hui, on a 10 milliards de transactions historisées dans Data Lake. On a fait un choix technologique Google, comme vous pouvez le voir, pour la partie data. Ce qui est d'ailleurs une fondation incroyable. J'en ai hérité quand j'ai rejoint Carrefour, puisqu'il y a, en ayant ces données déjà mises à disposition dans un environnement partagé cross-pays, on peut commencer à s'amuser sur la donnée, sur ce bac à sable. Évidemment, toute la donnée dedans n'est pas parfaite. Et tout l'enjeu, c'est comment on s'assure qu'on priorise les travaux pour mettre la bonne donnée au bon niveau de qualité dans nos data lakes et les mettre à disposition de nos métiers. Donc la vision qu'on s'est posée, c'est on veut rendre le data shopping aussi simple qu'un voyage au supermarché. Comment on fait ça? En fait, je ne vais pas revenir là-dessus, Fabrice en a parlé. À gauche, là, c'est typiquement ce qui se passe chez Carrefour. J'imagine que vous allez reconnaître votre organisation aussi là-dedans. Quand on se pose une question assez simple de se dire, tiens, je voudrais pouvoir faire une analyse sur le chiffre d'affaires avec la TVA, sur mes produits. Je veux croiser ces informations. Et puis, il y a plein de processus non structurés qui se mettent en branle dans l'organisation. On va appeler l'IT, on va appeler les équipes data analytics. Et au final, on se rend compte en bas ici qu'en fait, le rapport, il était déjà présent quelque part et qu'on n'avait pas besoin de le créer. Mais ça a pris 3 semaines. Et ce qu'on veut, c'est éliminer ça et avoir l'ensemble de notre donnée visible et à disposition. Et donc, l'idée, c'est d'avoir tout sous le même toit pour favoriser la réutilisation, éviter la prolifération des analyses et des dashboards qui existent dans une grande boîte de 400 000 personnes comme Carrefour. Et évidemment, derrière, s'assurer que l'ensemble de nos données ont une définition claire, simple, avec un owner qui est capable de dire « ça, c'est comme ça qu'on définit un chiffre d'affaires, et puis c'est pas comme ça ». Comment ça marche tout ça? En fait, je vais vous faire une petite analogie avec un supermarché. Pas de surprise. En fait, ça marche parfaitement avec une vraie supply chain, mais là, on va parler de supply chain de la data. En fait, nos systèmes sources, nous tous, produisent des données qui sortent du système d'information de Carrefour. C'est un peu les champs de blé. Cette donnée, il faut la transformer. On a des processing plans, c'est nos ETL, nos chaînes de transformation qui sont là pour mettre à disposition de la farine dans un sac. Et cette farine, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On la prend, on la met dans un entrepôt. Pour nous, c'est un warehouse, mais c'est un data warehouse. Et ce warehouse, ce qui est bien, c'est qu'il y a des employés dedans. Donc, c'est certainement des personnes de l'IT. Il y a quelques outils. Vous voyez, il y a un petit chariot élévateur, là, jaune, qui permet d'aller prendre des produits en haut. Donc, ça, pour moi, dans ma métaphore, c'est le SQL. Donc, je maîtrise le SQL, je suis capable de piloter cet engin et d'aller chercher la donnée là-haut. Si je ne maîtrise pas le SQL, je vais avoir des difficultés à aller chercher la donnée. Mais ce que vous pouvez voir aussi, c'est que l'environnement, c'est aussi des boîtes, des grosses boîtes, et on ne voit pas forcément ce qu'il y a dedans. Et parfois, c'est un peu nébuleux pour un métier. Donc, du coup, comment ça se passe aujourd'hui, concrètement? Aujourd'hui, on a une Analytics Factory. C'est le restaurant qui est au milieu. Ce restaurant, c'est mon équipe. Leur job, c'est de répondre aux enjeux de nos métiers, de fournir des analyses, de fournir des données mises à disposition, de les exposer avec une API, etc., pour que d'autres personnes, par exemple dans l'équipe tech ou dans l'équipe e-commerce, puissent les consommer. Sauf que ce restaurant, c'est là où mes clients, donc les métiers, vont en premier lieu. Alors c'est sympa le restaurant. Ce qui est sympa avec le restaurant, c'est que je pose une question, je m'assois et j'attends. Et ça, c'est confortable quand je fais un métier parce que du coup, j'ai pas besoin de trop de me casser la tête pour comprendre ce qu'il y a derrière. Je pose la question, sauf que la réalité, c'est que, comme vous pouvez le voir, le petit A ici, c'est qu'il y a un goulot d'étranglement. En fait, nos équipes répondent à un pourcentage largement insuffisant de requêtes de nos métiers. Parce qu'on doit prioriser. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elles font? Si je n'ai pas à attendre pendant 3 mois, elles vont directement dans l'entrepôt. Sauf que déjà, tout le monde n'a pas accès à l'entrepôt. Quand ils y ont accès, en fait, ils n'ont pas été formés pour l'entrepôt. Pourquoi? Parce que le data warehouse, c'est un data warehouse, il a été construit pour les techniciens, pour les informaticiens. Il n'a jamais été construit avec une expérience client pensée comme étant un environnement pour des clients finaux. C'est comme si on envoyait vous, clients Carrefour, dans l'entrepôt directement pour aller faire vos achats. Et évidemment, c'est compliqué, puis certainement, la majorité d'entre vous ou nos métiers ne savent pas se servir du chariot élévateur.
Donc, on s'est dit, comment on va faire? Parce que même quand ils vont dedans, ils se perdent dedans, et souvent, ils ne trouvent pas la bonne donnée, même s'ils ont un peu de compétences. Donc, c'est là qu'on vient interfacer une brique supplémentaire dans notre stack, qui est ce fameux data supermarché, avec comme vision de mettre la donnée en self-service. Et vous pouvez voir qu'en termes d'expérience client, comme dans un supermarché, c'est pas tout à fait la même chose entre le supermarché et le warehouse. Vous voyez dans le supermarché, on va zoomer dessus derrière. Dans ce supermarché, il y a un parking, on est capable de se garer devant tranquillement. On rentre dedans, et quand on rentre dedans, on a trois choses. On a un assortiment, comme dans un vrai supermarché. Donc on doit choisir quel produit on veut mettre sur étagère. Donc quel data product, pour nous, on veut mettre sur étagère. 2, on a une vraie organisation. On n'a pas des processus endémiques où chacun décide un peu ce qu'il veut faire, ou le serpentin que vous avez vu tout à l'heure avec différentes interactions. On définit des process, donc c'est ce qu'on appelle la data governance, avec des rôles, des responsabilités et des leaders qui sont là pour gouverner et simplifier l'accès à cette donnée. Et enfin, ça demande quand même un peu de technologie, comme dans un vrai magasin. Il faut un outil simple pour que les personnes puissent accéder à la donnée. Et je vais vous faire un petit zoom sur chacun de ces éléments qui composent un peu le supermarché. Donc, tout d'abord, l'assortiment. L'objectif là-dessus, c'est de prioriser, c'est de comprendre quelles sont les données qu'on veut mettre à disposition pour tous les départements de l'entreprise, en ayant des définitions claires, standards, en français, en anglais, en italien, en espagnol, quelle que soit la langue, mais dans un langage non technique, qu'on ait derrière ça des règles de calcul transparentes, par exemple, un chiffre d'affaires commercial TTC chez Carrefour, c'est une règle de calcul simple et transparente. On a travaillé d'ailleurs sur cet assortiment chiffre d'affaires. Quand on a travaillé là-dessus il y a 6 mois, il y avait 42 notions de chiffre d'affaires qui sont remontées dans les différents reports et analyses qu'on produit. On est passé de 42 à 10 en simplifiant, en éliminant des notions, en se disant, en fait, ça et ça, c'est la même chose, mais c'est des traductions en espagnol qui sont devenues des traductions en anglais. Et on a essayé de vraiment rationaliser l'assortiment pour se dire qu'est-ce qui va vraiment être utile pour nos clients, pour nos utilisateurs. Alors, si on double-clique un peu là-dedans, en fait, ça marche comme un vrai assortiment de magasin. Le cœur, évidemment, c'est ce qu'on appelle les data products. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est les produits qu'on met à disposition sur étagère. Mais en fait, ces produits, par exemple, là, on parle des légumes. Ces légumes, ils font partie de l'étagère des légumes, qui est la famille de données. Ils font partie du PFT, qui sont les produits frais et transformés, qui sont une partie importante de l'alimentaire chez Carrefour. Et l'idée, c'est de pouvoir bien structurer cette pyramide et de pouvoir y attacher l'ensemble des données ou des métadonnées, donc des attributs qui sont liés à cette donnée, pour la mettre à disposition. Vous avez l'exemple là d'une donnée client. Dans les données clients, il y a les métriques CRM. Il y a un data product qui est la contactabilité, c'est ce que oui ou non on peut contacter un client et comment on peut le contacter. Et derrière ça, on a un email qui est un des moyens de contacter notre client. Et tout ça, en fait, ce sont des produits. Et l'idée, c'est que ces produits, on va les lier avec des produits un peu plus compliqués. C'est ce qu'on va voir sur la page d'après. Là, ce que vous pouvez voir, c'est on a plein de produits. En fait, c'est un peu la vue du magasin, vue de dessus. Vous voyez là, on a 21 data domaines qui sont, on l'espère, on n'a pas encore tout couvert aujourd'hui, mais l'exhaustivité des données qu'on manage chez Carrefour. Au sein de ça, c'est tout petit, mais l'important, c'est de voir le visuel, c'est que c'est les familles de données principales qui, grosso modo, chacune ont un owner. Donc là, on anticipe on est encore en train de populer le supermarket, mais qu'on va avoir 150 à 200 owners dans l'organisation, répartis mondialement, qui vont l'idée de piloter chacune de ces familles. Et comment se passe l'expérience client dans un magasin, dans un data supermarket? Finalement, quand je suis client, je trouve un produit, je peux soit aller chercher un produit brut sur étagère, de la mangue directement mise là dans une conserve. Et vous pouvez voir que d'ailleurs, ce qui est important dans ce produit, c'est qu'il y a plein d'informations sur ce produit, comme sur un vrai produit. Donc, on a une description marketing. Par exemple, il va vous dire, ça va vous apporter de la vitamine C. On sait à quoi ça sert. On a une description des ingrédients. Ça, c'est ce qu'on appelle le data lineage. C'est la capacité à comprendre quels sont les ingrédients qui sont venus dans la composition de ce produit. On a une source également là-dedans. On sait, donc c'est made in SAP, par exemple. Donc on sait d'où vient le produit, on est capable de tracer où est-ce qu'il a été produit. Puis surtout, ce qui est intéressant, on voit en tout petit ici, le ABCDE, là, vous pouvez voir juste en dessous, ça vous rappelle quelque chose? Le Nutri-Score. L'enjeu, c'est de se créer un Nutri-Score de la data. Parce que, en vrai, nos métiers, ils sont incapables de comprendre les 92 critères de qualité de la donnée qui sont mis en place par les techniciens sur la data platform. Tout comme nous, en tant que clients, si on nous présentait tous les critères du label rouge
sur un produit que vous achetez en magasin, on serait perdu. Nous, on se rassure, on se dit juste c'est label rouge, on sait que c'est bon. Ou on sait que c'est Nutri-Score A, on se dit ça, a priori, il n'y a pas trop de gras, il n'y a pas trop de sucre à l'intérieur et il n'y a pas trop de sel. Et c'est un peu ça qu'on veut avoir, c'est que les métiers en un clin d'œil se disent ok, cette data, elle existe, très bien, mais est-ce que je peux la consommer? Il y a beaucoup trop de rapports, j'imagine que vous avez ça aussi chez vous, de données qu'on utilise et en fait on jette un peu une pièce en l'air, on ne sait pas exactement la qualité de la donnée qui est derrière et ça se trouve on prend une décision basée sur une mauvaise donnée. Et enfin, donc, dernière petite chose, c'est que en fait, ces data products, il y en a des produits simples, donc qui sont sur étagère, mais en fait, toutes les données qui sont composées dans votre organisation sont des data products. Donc, un KPI, c'est finalement un produit semi-transformé. Là. Par exemple, si je faisais l'analogie avec le gâteau, ça serait la recette Alsa. Alors, c'est déjà un pré-câblé, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau et un œuf, et du coup, ça fait un gâteau. Et puis la dernière option, c'est d'aller se dire, en fait, non, moi, ce que je veux, c'est vraiment le dashboard, ou vraiment l'algorithme d'IA, qui est sur étagère, réutilisable, visible, compréhensible, avec une description. Et ça, c'est un peu le gâteau qui se trouve au rayon frais chez Carrefour. Il a une définition unique, l'ensemble des éléments à l'intérieur sont transparents, on comprend comment ça a été calculé, et surtout, il y a un owner de ce dashboard ou de ce data product pour comprendre, si jamais j'ai des questions, si jamais j'ai des requêtes, un peu de service après-vente dessus, je sais à qui m'adresser. Passons sur la partie organisation, je vais aller très vite là-dessus. Il n'y a pas d'innovation particulière sur ce volet-là. L'idée, c'est que, tout comme dans un magasin, l'idée, c'est d'avoir un support staff à l'intérieur du magasin. Et essentiellement, les rôles clés, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des data stewards ou des data owners dans notre organisation, dont le métier, c'est de mettre en rayon. Choisir, définir qu'est-ce qu'il faut mettre en rayon, quand est-ce qu'il faut mettre en rayon, intervenir quand il y a une rupture en magasin. Donc là, c'est par exemple une donnée qui n'est plus disponible ou qui n'est pas remontée dans le système. Être capable d'avoir une définition claire et unique et d'expliquer tout ce qu'il y a dans le rayon, c'est le rôle du data owner ou du data steward. Le data domain owner en bas, c'est un peu le gestionnaire du département, de tous les 21 domaines. Eux, leur métier, c'est finalement d'arbitrer et de prioriser, de comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre, quelles actions il faut mettre en place, pourquoi il faut les mettre en place, quel est le lien avec les use case métiers. Parce que toutes les données qu'on doit mettre en rayon, ne sont en rayon que parce qu'il y a un cas d'usage. S'il n'y a pas de cas d'usage, il n'y a pas de mise en rayon. Et enfin, évidemment, à la fin, il y a le passage à la caisse. L'idée, c'est d'avoir aussi de la sécurité autour de nos données. Parce que là, on parle de mettre à disposition la donnée. Mais en fait, le risque, c'est toujours de se dire, oui, mais tout le monde va accéder à la donnée, là, il y a de la donnée confidentielle, etc. Donc, c'est comme dans un supermarché. Les données, tout le monde peut la voir. Les produits, tout le monde peut les voir. Par contre, tout le monde ne va pas passer à la caisse avec les produits. Si j'ai 15 ans, je viens acheter une bouteille de whisky, je vais arriver, on va me demander ma carte d'identité quand je vais arriver à la caisse. C'est la même chose dans le data supermarket. Donc, la vraie transformation qu'on apporte ici, c'est de se dire, par défaut, on met systématiquement nos données à disposition. Donc, on renverse la table, parce que dans la plupart des organisations, l'idée, c'est un peu opt-in. C'est, tiens, j'ai bien envie de mettre ma donnée à disposition. Ah non, celle-là, je vais la garder pour moi. Et comme disait Fabrice tout à l'heure, le problème, c'est que ça crée aussi des précarés où chacun se dit, je protège ma donnée parce que c'est un peu mon pouvoir dans l'organisation. Dans ce mode supermarché, vous n'avez pas le droit de mettre la donnée chez vous et de la protéger, sauf si vous avez une excellente raison. Vous devez expliquer pourquoi vous ne la mettez pas à disposition. Et ce n'est pas l'inverse. Et enfin, pour conclure, la partie outils. Évidemment, tout ça, ça se passe avec un peu de technologie derrière. Le gros challenge sur la partie technologique, c'est de créer une expérience client sur l'outil simple. Alors, nous, notre histoire, c'est qu'on a décidé de développer en interne. Alors, je vais vous parler en toute transparence, je ne sais pas s'il y a des éditeurs dans la salle. On a cherché des outils sur le marché. On a fait la tournée de tous les outils sur le marché que vous pouvez imaginer. Tous ceux qui sont dans Gartner, on les a vus. On les a trouvés très, très bien. Moi, il y a plusieurs qui étaient très, très bons. Et ensuite, on a commencé à les mettre devant nos utilisateurs métiers. Et là, leur sentiment d'excitation était un peu inférieur à celui de mon équipe. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très bien, mais ils sont très compliqués. Et ils ont plein d'options, plein de features, plein de menus. Et en fait, on ne peut pas se permettre dans une boîte de notre échelle de passer 2 jours à former les gens pour qu'ils connaissent ce qui se passe dans le 3e sous-menu de la 3e colonne en haut de la barre des tâches. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'on a besoin d'avoir une adoption simple et rapide. On a essayé. Et en fait, c'est pas notre équipe data qui a choisi l'outil. On s'est dit, c'est à nos métiers de dire de quoi ils ont besoin. Et donc, finalement, on n'a pas trouvé sur le marché quelque chose de suffisamment simple
Et on a décidé de le construire nous-mêmes. Donc on s'est appuyé sur une brique technologique qui s'appelle Dataplex, qui est le data catalogue au-dessus de BigQuery dans la suite Google Cloud, qui est un produit assez nouveau, donc assez peu mature. Donc on a quand même pris un pari important là-dessus, de se dire qu'on va être capable d'adopter et d'être un des premiers gros utilisateurs mondiaux de cet outil de data cataloging de Google Cloud. Et donc on a construit cette solution on top, qui est un front-end qui permet de gérer l'ensemble du flux, d'être hyper simple et d'avoir une interface qui ressemble un peu à un supermarché. D'ailleurs, on est encore beaucoup en train de travailler sur le visuel. Cette visuel date d'il y a au moins 4-5 mois. Il faudra que je la mette un peu à jour. L'idée, c'est que, vous voyez, on navigue dans les données. C'est hyper simple. C'est comme des rayons. On navigue dans les rayons. On trouve les données tout simplement. Une fois qu'on arrive sur un data product, là, en l'occurrence, le chiffre d'affaires commercial TTC dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une petite coche là qui dit « check, ce truc-là est certifié ». Il y a des contacts, il y a des synonymes, il y a des règles de gestion, il y a une définition métier claire, il y a des produits qui sont liés à droite qui utilisent cette donnée pour faire un autre calcul. Donc, c'est des KPI typiquement. Et on voit même en bas un G6 Store Performance Cockpit, donc le cockpit de performance des magasins du G6, donc qui sont les 6 gros pays de Carrefour, qui est accessible. Donc on référence également les data products plus raffinés, que sont le dashboard. Et là, on pouvait voir, on va même dans la table de données, donc pour les data analysts, et on est capable de mettre au panier la BV transaction, c'est la business view des transactions, donc c'est une table dans BigQuery. Donc si je suis un peu plus data analyst et que je veux accéder à la data brute, je peux le faire, je la mets au panier, je valide mon panier, et là, paf, l'ensemble des data owners qui sont concernés par la demande reçoivent une demande d'accès. Et donc, on simplifie grandement le processus d'accès à la donnée, mais évidemment en justifiant pourquoi on veut y avoir accès et en montrant un peu patte blanche sur les raisons du cas d'usage qui nous pousse à avoir accès à cette donnée. Voilà, ça conclut l'introduction sur le data supermarket et je suis à disposition pour vos questions. Merci.